À l'instar des autres pays, le Mali a célébré ce 1er mai 2025 la Journée internationale des travailleurs, portée par l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Célébrée cette année sous le thème « Justice sociale », les syndicats espèrent une réelle concrétisation des engagements pris par les autorités. Pas de dissolution des partis politiques pour l'instant, c'est l'un des points ressortis ce mercredi en Conseil des ministres. À nos micros, certains acteurs politiques estiment que même s'ils devraient être dissous, cela doit se faire en conformité avec la Constitution. Vous les entendrez dans ce journal. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité met en garde l'opinion publique contre les publications attentatoires aux mœurs et susceptibles de troubles à l'ordre public sur les réseaux sociaux. Toute personne contrevenante sera punie selon les textes en vigueur. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement votre. Célébration du 1er mai au Mali. À l'instar des autres pays, le Mali a célébré ce 1er mai 2025 la Journée internationale des travailleurs portée par l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Cet événement a été l'occasion pour les travailleurs et les syndicats de s'exprimer sur le non-respect du pacte social. Le Lomadi Bati. Les travailleurs du Mali se retrouvent dans nos jours dans une situation de fragilité du pacte social signé entre le gouvernement et l'UNTM. En effet, les grèves et les revendications se sont multipliées ces derniers temps. Sous le thème « Justice sociale », les syndicats espèrent une réelle concrétisation des engagements pris par les autorités. La justice sociale, pour nous, en réalité, tout se résume dans le pacte. Il suffit que tout le monde s'engage dans le pacte et que le pacte soit une réalité dans son effectivité pour qu'il y ait une paix sociale et une justice sociale égale pour tous. Nous avons signé un PV qui consacre tout ça là, qui prend en charge tout ceci. Et le PV est fait pour être respecté. Nous sommes convaincus que les travailleurs de Ibifarm, pas que de Ibifarm, partout où il y a des entraves, nous sommes convaincus que ces entraves seront levées et les travailleurs retrouveront leur emploi, Inch'Allah. Le 1er mai est une journée de grande importance à l'échelle mondiale. Au Mali, les travailleurs ont démontré leur attachement à leur centrale syndicale à travers une mobilisation et une adhésion massive. Toutefois, ils insistent sur la nécessité d'améliorer leurs conditions de vie. De demander aux dirigeants de ce pays de penser aux travailleurs du Mali, puisque les conditions de vie sont vraiment un peu difficiles. Et nous comptons beaucoup sur eux, et surtout pour la valorisation de la valeur indiciaire, ce qui est vraiment très capital aujourd'hui. Voilà. Si l'État malien pouvait passer de la valeur indiciaire de 400 francs à 500 francs, ça allait être un ouf de soulagement pour tous les travailleurs du Mali. Le Conseil national du patronat du Mali a lancé un cri de cœur au gouvernement. Il préconise l'élaboration d'un plan d'action stratégique pour relancer l'économie du pays. Avec malheureusement beaucoup de destruction d'emplois parce que beaucoup d'entreprises n'arrivent plus à survivre et donc beaucoup d'entrepreneurs décident de mettre la clé sous le paillasson ou décident de réduire la voilure, ce qui malheureusement amène à des destructions d'emplois. C'est pour cela que nous, en tant qu'employeurs, en tant que Conseil national du patronat du Mali, nous envoyons un message au gouvernement du Mali pour que très rapidement, en concertation avec les partenaires sociaux, à savoir les employeurs, donc le CNPM, les chambres consulaires et les syndicats des travailleurs, qu'ensemble on se mette autour d'une table pour avoir vraiment un plan Marshall pour relancer l'économie du pays, parce que la situation est grave, nos jeunes n'ont plus d'emploi. Le gouvernement doit donc redoubler d'efforts pour maintenir un dialogue social et traiter les problèmes cruciaux qui affligent le pays. Les attentes sont grandes et la nécessité d'une action concertée n'a jamais été aussi pressante. D'où vient la journée du 1er mai? Pourquoi nous la commémorons? Notre reporter Awa Sanogo nous rappelle l'historique de cette journée importante pour les travailleurs. Suivons à présent.
Historiquement, la journée de revendication salariale et syndicale le 1er mai fait référence à la date anniversaire de l'appel en 1884 du syndicat ouvrier américain pour revendiquer la journée de 8 heures. Et à Chicago, le 1er mai 1886, une grève généralisée se déclare et elle est suivie par 400 000 salariés. Cette grève paralyse un nombre important d'usines. Comme d'autres travailleurs, ils réclament la journée de 8 heures de travail. Mais les patrons s'y opposent et le mouvement s'éternise jusqu'au 4 mai 1886. Après les confrontations entre les manifestants et les policiers, les manifestants ont eu gain de cause même si le bilan est lourd avec une dizaine de morts. En 1886, sous la pression syndicale, les travailleurs américains obtiennent la journée de travail de 8 heures. Dès lors, cette journée est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. Un jour férié, chômé et payé comme chez nous au Mali, qui donne l'occasion à d'importantes manifestations de travailleurs à travers le pays. Les syndicats nationaux et leurs démembrements sont les principaux organisateurs. Dans un autre registre, les recommandations issues de la phase nationale de consultation des forces vives concernant la relecture de la charte des partis politiques suscitent de vifs débats au sein de la classe politique. En particulier, l'idée d'installer le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable, ainsi que celle de dissoudre les partis politiques, soulève de nombreuses interrogations. Explication Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keïta. Les recommandations issues de la phase nationale de consultation des forces vives dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques suscitent des vifs débats au sein de la classe politique, notamment en ce qui concerne l'érection du général Assimi Goïta comme président de la République pour 5 ans renouvelables et la dissolution des partis politiques. Cette dernière proposition est d'ailleurs le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Pour certaines formations politiques, la dissolution des partis n'est pas envisageable. Parce qu'elle est garantie par la Constitution. Nous sommes républicains, nous sommes démocrates, on s'en tient à la Constitution. Au Mali, c'est ça le problème principal. Nous n'appliquons pas les textes que nous votons et que nous mettons en œuvre. Bien que certains acteurs politiques reconnaissent la pertinence de ces recommandations et estiment que même s'ils devraient être dissous, cela doit se faire en conformité avec la Constitution. Toutefois, ils reconnaissent que la charte des partis, abrogée ce mercredi en Conseil des ministres, est obsolète. Pour moi, qui est vieille depuis de 25 ans et qui aujourd'hui doit s'adapter au nouveau contexte, au contexte actuel. Depuis le dialogue national inclusif, le DENI, les différents forats qui ont été organisés depuis 2020 à maintenant ont tous demandé la relecture de cette charte afin de clarifier, de simplifier notre vie politique nationale. Adapter la charte au contexte actuel implique-t-il une réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création, comme la fixation d'une caution de 100 millions de francs CFA pour la création des partis? Jusqu'à présent, cette question reste en suspens. Concernant l'élection du général Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans, certains politiques estiment que cette recommandation est hors sujet. Parce qu'elle n'était pas dans le TDR qui a été donné. Et deuxièmement, la Constitution est claire. Qui veut être président de la République doit passer par les urnes. Ils ont le droit, Assimi a le droit d'être président de la République, mais il faut qu'il aille passer par les urnes de manière démocratique. Et c'est ce que nous conseillons à la transition, d'organiser très rapidement les élections présidentielles pour qu'enfin nous sortons de cette phase transitoire. D'autres soulignent qu'il est crucial de soutenir le pays, surtout en temps difficile. Pour défendre leur thèse, ils s'appuient sur la prorogation des mandats des députés sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. En 2017-2018, le mandat des députés ayant pris fin, mais ni la Constitution ni la loi organique ne prévoyaient la prolongation du mandat des députés, mais pourtant cela a été fait. Nous avons accepté pour être, n'est-ce pas, pour la cohésion. Dans tous les cas, les partis s'accordent à dire qu'il est nécessaire d'encourager le dialogue et la cohésion sociale dans notre pays.
Du 28 au 30 avril 2025, le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a abrité la première édition du Salon international du numérique, de l'innovation et des énergies renouvelables, CINI Énergie. 3 jours durant, les acteurs et les entreprises évoluant dans le secteur du numérique et des énergies renouvelables ont mis en lumière de nouvelles idées pour les perspectives devant dessiner le Mali de demain. Oumar Koïta, Mantala Ouattara. Des conférences, débats, des expositions, des networking, des démonstrations, bref, le Salon international du numérique et de l'innovation a été une véritable plateforme de rencontres, de discussions et d'exhibitions pour tous les acteurs du numérique au Mali et en Afrique. Les experts sont venus d'un peu partout, comme je viens de le dire, des États-Unis, du Canada, et également d'autres étaient de passage du Mali qui ont profité pour partager leur expérience avec les locaux ici. Et en conclusion, je peux dire que ce fut une belle expérience pour tous ceux qui sont dans les énergies renouvelables et dans les TIC. Et je pense bien que les étudiants également qui étaient là ont appris beaucoup de ces partages d'expérience. Oui, je dirais que les objectifs sont atteints parce que tout simplement l'objet était de situer les problèmes. Les problèmes sont déjà situés et de trouver les solutions. Et les solutions également sont trouvées. Il nous reste maintenant qu'à les mettre en application. Ce salon était couplé à la 4e édition de la compétition Transformation numérique, une initiative qui met en compétition des étudiants de différentes universités sur le montage de projets novateurs. Les meilleurs projets ont été primés. Ces jeunes ont développé des solutions innovantes dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'énergie tech et dans le domaine des énergies renouvelables. Et notre compatriote ici présent qui s'est déplacé depuis les États-Unis pour cette cause, M. Bamourou Mokhtar Diallo, a promis à ses lauréats de mettre en place un business plan et qui trouvera les sources de financement pour ces jeunes-là. Pour moi, en tant que jeune et étudiante, pouvoir acquérir ces connaissances-là et pouvoir poser des questions auxquelles je me pose tout le temps et avoir des réponses tout simplement waouh et logiques, franchement, ça a été une aubaine. Et je remercie l'organisateur, M. Angoïba, pour cette opportunité qu'il a donnée à nous les jeunes, mais aussi à tous les Maliens. Des acteurs du secteur du numérique et de l'énergie et des personnalités du pays ont marqué ces salons de leur présence. Pour eux, ce genre d'initiative est une opportunité pour notre pays d'aller vers la révolution technologique. La connaissance est la seule chose qui, quand on la partage, non seulement elle se multiplie, mais elle se démultiplie. En tout cas, Africa Digital est en train de vous donner l'occasion de pouvoir compétir entre vous, de collaborer entre vous, de vous connaître et de mieux avancer ensemble et d'avoir surtout confiance en vous. Dites-vous chaque matin en sortant, lancez-vous un petit coup d'œil au miroir et dites-vous que c'est aujourd'hui le jour de ma réussite encore. En plus des étudiants, des attestations de reconnaissance ont été remises à des personnalités et des partenaires. A rappeler aussi que ce salon a été une opportunité pour les entreprises d'exposer leurs produits. Éducation, la direction du complexe scolaire Cheikh Amadou Diarra et de l'Union ont organisé ce jeudi 1er mai 2025 un examen du DEF à l'intention de leurs candidats au diplôme d'études fondamentales de cette année. Au total, 130 élèves, dont 71 garçons et 59 filles, participent à cet exercice. C'était dans les locaux du collège de l'Union à Lafiabougou. Un test qui a pour but de faire une évaluation somatique et formative des lacunes dans l'apprentissage des enfants avant l'examen proprement dit. Bakary M. Sidibé, compte rendu. En organisant cet examen du DEF blanc à l'intention de leurs candidats au diplôme d'études fondamentales 2025, ces deux établissements veulent repérer les difficultés et les faiblesses des candidats et y remédier avant l'examen réel, mais aussi rompre le caractère angoissant de l'examen chez les enfants.
L'initiative, c'est au niveau de l'administration, car comme nous faisons souvent une réunion, donc nous essayons de voir qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le rendement scolaire, qu'est-ce qu'il faut pour aider maintenant les enfants. Donc c'est ainsi qu'au niveau de l'administration, nous avons jugé nécessaire d'organiser un examen blanc qui est un test pour connaître ses lacunes. Quand nous organisons maintenant un tel test, donc ils seront vraiment imprégnés de certaines réalités. Donc avant l'examen réel, ils seront rassurés, ils seront requinqués maintenant pour attendre l'examen. Donc il n'y aura pas de stress. L'objectif surtout, c'est de démystifier l'examen et en même temps aussi au niveau de l'administration, connaître ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et essayer si possible rapidement d'apporter certaines corrections avant le jour J. Quant aux candidats, ils voient en cette initiative salutaire l'occasion de rehausser leur niveau pour mieux affronter l'examen proprement dit. En voyant les sujets, ce sont des sujets traitables qu'on a traités en classe, mais aussi qui sont faciles, quoi. Comme la rédaction, c'est une matière où on a besoin de lucidité et aussi de compréhension pour réfléchir. Je crois que les sujets sont abordables avec le temps. C'est porté sur des trucs d'actualité en fait. La paix, les puits d'eau et les réseaux sociaux. À en croire la direction, cet examen blanc se déroulera dans toutes les conditions de l'examen réel du DEF. Objectif, mieux préparer les élèves afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Comme vous-même vous l'avez remarqué, les surveillants sont là, il y a 2 surveillants par salle, donc les feuilles d'examen maintenant sont là et en même temps les sujets ont été mûrement choisis par un comité pédagogique pour pouvoir vraiment permettre aux enfants de donner le maximum d'eux-mêmes. Parce que déjà les enfants sont rassurés, ils sont déstressés et le jour des examens ils donnent le maximum d'eux-mêmes. C'est comme si quelqu'un qui affronte le lion pour la première fois et quelqu'un qui a déjà affronté le lion, déjà le stress c'est pas le même, la peur c'est pas le même. Et les enfants sont très bien rassurés. Donc ce sont nos propres enseignants qui corrigent, mais avec l'anonymat. Donc maintenant il y a l'anonymat maintenant sur toutes les filles. Donc ce sont des filles d'examen et nous avons tenu à ce que ça soit maintenant fait sous anonymat. Donc toutes les filles, personne ne sait que c'est tel élève et c'est pour cela qu'avec, comme nous avons des enseignants qui sont bien formés, qui ont la conscience professionnelle, donc je pense que vraiment ça permettra de donner le résultat qu'on souhaite. Cet examen préparatoire du DEF blanc permettra aux élèves du complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra et de l'Union d'avoir un avant-goût de l'examen réel et donc se préparer en conséquence. Selon la direction, depuis le début de l'initiative, le complexe obtient des pourcentages de succès très élevés aux examens de fin d'année. Actualité dans un autre registre, dans un communiqué publié le mardi 29 avril 2025, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité met en garde l'opinion publique contre les publications attentatoires aux mœurs et susceptibles de troubles à l'ordre public sur les réseaux sociaux. Selon lui, conformément au texte en vigueur, toute personne contrevenante sera punie de 7 ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 millions de francs CFA. Les détails avec Fatmata Labas Touré. Depuis un certain temps au Mali, les réseaux sociaux sont inondés de marchands de produits de tout genre, souvent en lien avec la santé et l'intimité. Face à cette situation, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, dans un communiqué, informe l'opinion publique que ces proliférations d'activités contraires aux bonnes mœurs et susceptibles de troubler l'ordre public sont punies par la loi. Selon le procureur Adama Koulibaly, je cite, « Des plateformes comme TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, Snapchat, etc., accessibles au public, se transforment d'une part en espace de vente d'objets et de produits de tout genre en lien avec la santé et l'intimité, entre autres lubrifiants, gels, gadgets manuels ou automatisés, gelules, comprimés, gants, etc. D'autre part, des réseaux de proxénétisme et d'incitation à la débauche ont été observés. Il s'agit en espèces de groupes et de pages qui proposent leurs services en vue de mettre en relation des hommes ou des femmes. Des interpellations ont eu lieu à la suite d'ouverture d'enquête et se poursuivent. Fin de citation. Ainsi, le procureur rappelle qu'au terme de l'article 512-53 du Code pénal est puni d'1 à 7 ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 millions de francs CFA quiconque fabrique ou détient en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, importe ou fait importer, exporte ou fait exporter, transporte ou fait transporter sciemment aux mêmes fins, affiche, expose ou projette au regard du public, etc. Il rappelle aussi que les articles 325-6 et 325-8 du Code pénal
punissent l'incitation à la débauche et le proxénétisme de peines d'emprisonnement et d'amende. Enfin, il signale que l'administration de substances nuisibles à la santé et l'exercice illégal de professions de santé sont passibles de poursuites, de peines d'emprisonnement et d'amende. En application à ces dispositions, le procureur tient à informer que tout contrevenant à ces dispositions légales s'expose à des poursuites pénales. Direction Caille, suite à une violation du domaine scolaire au niveau du lycée du Golo-Konaré par la police dans un incident impliquant l'un du personnel du lycée. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont tenu une assemblée générale pour dénoncer cette violation. Menaçant d'observer un arrêt du travail de 48 heures, ils ont finalement levé le mot d'ordre après une médiation avec les autorités de la ville de Caille. C'est ce que nous explique l'un des responsables au micro de notre correspondant Michel Iao. Aujourd'hui, vous avez tenu une assemblée générale. Au sortir de l'assemblée générale, qu'est-ce qui a été décidé réellement? Préalablement, avant l'assemblée, on avait des informations. Aujourd'hui, on a tenu une assemblée générale d'information et qu'à la suite, on allait procéder à l'arrêt des cours. Mais vu les démarches qui ont été entamées avec le gouverneur de la région, qui nous a donné des garanties fermes et s'investit seulement pour la résolution de cette affaire, nous avons décidé en toute liberté de l'accorder en tout cas cette faveur et de sursoir aux arrêts de travail. Sport football. Après sa défaite du Classico contre le stade malien de Bamako, le Djoliba AC a procédé à un vaste remaniement dans son staff. Le coach Demba Mamadou Traoré, ses deux adjoints, Djanka Samake et Djoma Sissoko, l'entraîneur des gardiens Oumar Diarra, ont tous été remerciés par l'instance dirigeante du club. Diakité Lassina. Ces licenciements interviennent suite à la défaite des Rouges face aux Bleus-Blancs de Sochiba lors de la 19e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui s'est joué le dimanche 27 avril 2025 au stade du 26 mars. Pour rappel, dans ces chocs au sommet, le stade malien de Bamako a remporté la partie par le score 3-1 contre son éternel rival. Les buts du stade ont été marqués par Ousmane Koulibaly qui a fait les doublés et le troisième but est l'œuvre de Lassine Kouma. L'unique but de Djoliba AC a été marqué par Abdoulaye F. Mariko. Lors de ces matchs, plusieurs observateurs ont dénoncé les erreurs du gardien de but sur les marques du stade malien de Bamako. Et ce soir, sur notre plateau, nous recevons Bassaro Aïdara, secrétaire à la communication de l'UNTM, pour parler du 1er mai. Monsieur Aïdara, bonsoir. Bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Dites-nous, en quelle année le Mali a commencé à commémorer la journée du 1er mai? Vous savez, l'histoire du 1er mai se dessine avec l'indépendance même du Mali, parce que la lutte d'indépendance a été faite en grande partie par une lutte syndicale. Quand vous regardez l'histoire des syndicats nationaux aujourd'hui qui sont au Mali, beaucoup d'entre eux ont commencé les activités syndicales depuis les années 1946, 49, 52 déjà. Et voilà pourquoi on ne peut pas parler de la lutte d'indépendance du Mali sans parler de la lutte syndicale. Donc dire qu'en quelle année ça a commencé, je dirais depuis l'indépendance du Mali, la lutte syndicale ou la fête syndicale a commencé. Mais quand il s'agit de l'UNTM, l'UNTM au sens actuel du terme a été d'ailleurs créé lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Bamako en 1963. Donc avant ce n'était pas l'UNTM, c'était l'Union soudanaise des travailleurs. Donc, maintenant l'UNTM au sens actuel c'est arrivé en 1963 et depuis 1963 chaque année l'UNTM célèbre le 1er mai. C'est vrai qu'il y a eu des années où la célébration n'a pas eu lieu, notamment pendant l'année Covid, compte tenu un peu des restrictions dans du JA. Et après la levée de ces restrictions, le défilé a repris de plus belle depuis l'année dernière. Et comment se porte le travailleur malien aujourd'hui? Le travailleur malien se porte mal, pour être sincère et honnête. Le travailleur malien se porte mal. On aurait aimé
se porter mieux aujourd'hui. Mais compte tenu de la situation dans laquelle le pays se trouve, il est difficile de pouvoir dire que ça va, même si nous sentons qu'il y a des efforts qui se font de part de d'autres. Mais à côté de cela, il y a aussi des graves difficultés au niveau des entreprises parce que le défilé même trouve son sens à cela. Parce que l'objectif du défilé, c'est aussi pour dénoncer les difficultés auxquelles les travailleurs font face. Et ce matin, lors du défilé, nous avons vu des structures qui ont dénoncé plus de 20 mois d'arrêt de salaire, certains plus de 10 mois d'arrêt de salaire, d'autres des licenciements. Donc c'est difficile dans ce contexte de dire que le travailleur malien se porte bien. C'est difficile de le dire. Mais pour autant, il y a de l'espoir. On va se le dire. Il y a de l'espoir parce que quand on est syndicaliste, on se dit que malgré les difficultés, c'est d'ailleurs dans les grandes difficultés que les grandes décisions peuvent arriver. Voilà pourquoi nous sommes convaincus qu'une lutte syndicale peut toujours apporter une solution aux difficultés du moment. Voilà pourquoi nous sommes dans le syndicat d'ailleurs. D'accord. Parlez-nous de quelques mouvements que l'UNTM a eu à faire pour ce travailleur malien qui se porte mal. Vous savez, tout ne s'étale pas sur la place publique. Nous avons eu à rencontrer les plus hautes autorités pour parler des problèmes liés aujourd'hui à la situation énergétique au courant, liés à la précarité au niveau des emplois, liés aux pertes d'emplois qui se font de jour en jour. On a eu à avoir des discussions avec les plus hautes autorités, je le répète, pour que des décisions fortes puissent être prises à ce niveau et pour que le Mali puisse sortir de cela. Maintenant, le problème, comme ça se dit, nous sommes dans une situation de ni guerre ni paix parce que la guerre n'a pas été déclarée. Mais nous savons que le pays fait face à la lutte contre le terrorisme et qui parle de cela parle énormément de dépenses financières pour l'État et qui met plus ou moins en mal l'économie du pays et d'autres secteurs économiques du pays. Donc, ajouter à tout cela, ça fait qu'on aurait aimé se sentir, comme je l'ai dit, bien, mais ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, notre premier rôle, c'est de parler, c'est de discuter avec les autorités, c'est énormément d'échanger par rapport au problème. Et je vous assure que l'UNTM, à travers son premier responsable, le camarade Yacouba Katile, ne ménage aucun effort chaque fois que le besoin y est, pour rapprocher les autorités du pays, pour pouvoir les parler des difficultés auxquelles les travailleurs font face. Et malheureusement, quand la situation est difficile comme nous en sommes aujourd'hui, tout ne peut pas se régler en un jour ou en un mois. Effectivement. Ok. En ces dernières années, nous constatons des mouvements de grève par les travailleurs. Alors, est-ce désormais la seule voie à suivre pour qu'ils soient mis dans leurs droits? Vous savez, c'est quand il y a grève que le public sent un peu le mouvement. Sinon, il arrive que nous sommes en permanence en négociation avec nos employeurs, avec les autorités pour pouvoir arriver à bout à plusieurs niveaux que ce soit. Maintenant, quand ces discussions ne portent pas fruit, l'ultime, comme on appelle, moyen pour un syndicat, c'est d'aller vers un préavis. Et même le préavis ne veut pas forcément dire aller en arrêt de travail, parce que le préavis, c'est pour encore contraindre les deux parties à venir discuter. Et c'est cela qui peut amener, si aussi à ce niveau, il n'y a pas d'entente, c'est les mouvements de grève qui sont organisés. Mais je vous dis que nous, au niveau de l'UNTM, nous mettons énormément l'accent sur le dialogue, sur les discussions, parce que nous pensons que, nous sommes conscients que pour qu'il y ait entreprise, il faut des travailleurs. Pour qu'il y ait performance, il faut que le travail se fasse. Voilà pourquoi des arrêts de travail, on ne le fait pas de gaieté le cœur. On fait tout pour ne pas arriver à ces extrêmes. Et nous maintenons le dialogue chaque jour que Dieu fasse avec nos différentes autorités. Malheureusement, souvent, les choses ne se passent pas bien. Et comme on le dit, on va en arrêt de travail. Et ça fait que les lignes peuvent souvent bouger. Parce que quand on n'est pas à cet extrême, souvent, on ne pense pas que vous êtes au sérieux. On aurait aimé, parce que, vous savez, à l'UNTM, il y a d'abord l'UNTM, comme vous le savez. Mais l'UNTM est composé de 13 syndicats nationaux. Je dis 13 syndicats nationaux. Sur ces 13 syndicats nationaux, quand on vous demande peut-être de me faire la citation de ce mouvement, comme vous le dites, vous venez de le dire, qu'on constate ça souvent, vous allez me citer peut-être 2-3 syndicats nationaux. Donc sur les 13, vous voyez que la majorité des syndicats nationaux, malgré les difficultés que nous avons, mettent encore l'accent sur le dialogue,
Mais bon, quand les limites sont souvent dépassées, on n'a pas d'autre voie de recours. D'accord, ok. Parlons à présent du pacte social avec le gouvernement. Où en est-on? Je crois que la question mérite d'être posée au gouvernement parce que c'est la partie qui est chargée de sa mise en œuvre. À votre niveau? À notre niveau, nous travaillons encore, je dis bien nous travaillons encore à ce que le pacte soit respecté. Parce que le respect du pacte permet à l'État de pouvoir travailler sur la croissance. Et c'est d'ailleurs l'objectif même du pacte. C'est de permettre à ce que les mouvements de grève puissent, un temps soit peu, puissent être atténués et pour permettre aux entreprises d'être productives. Et quand les entreprises produisent beaucoup, et ça permet à ce que l'État puisse démarrer. Parce que, comme on le sait, le système est lié, parce que c'est les entreprises qui payent en général des impôts à l'État. Et quand il n'y a pas de grève, quand il y a le pacte de stabilité, ça permet à ce que ces mouvements puissent être, comme on appelle, atténués. Et aujourd'hui, on fait encore des efforts parce que tout n'est pas rose même à ce niveau, on le sait, tout n'est pas rose à ce niveau. Mais le plus important, c'est quand on se décide en tant que responsable de pouvoir s'engager dans quelque chose, il est important de pouvoir faire de son mieux pour qu'on ne dise pas demain que c'est votre retraité qui a causé un peu la faillite. Parce que on se rappelle qu'en 2021, c'est l'UNTEM en toutes les responsabilités, avec à sa tête, camarade Yacouba Katile, je le dis encore, a décidé de suspendre les mouvements de grève pour la paix dans ce pays. On se rappelle bien, les mouvements de grève pour la paix dans ce pays et ce qui a amené à la ceinture d'un pacte de stabilité. Donc le pacte même, c'est comme un enfant de l'UNTEM. Donc un enfant peut avoir des difficultés. On est tenu à pouvoir toujours l'accompagner parce qu'on croit fermement que ça peut réussir. Et nous pensons que ça réussira, Inch'Allah. Actualité oblige toujours, on assiste, comme on l'a si bien dit, toujours à des mouvements de grève suite à des arrestations des travailleurs. Faut-il être seulement militant de l'INTM pour avoir un traitement de faveur quand on sait que des centaines de Maliens croupissent dans les prisons? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous savez, comment on appelle, nous croyons à la justice de notre pays. C'est un fait. Et il y a beaucoup de travailleurs qui se trouvent, comme vous l'avez dit, dans les prisons. Tous ceux qui sont dans les prisons, ce n'est pas des chômeurs. Il y a aussi des travailleurs qui sont aussi en prison. Et quand vous voyez les syndicalistes se lever pour une raison, c'est parce qu'on se dit peut-être que nous n'avons pas la même lecture des faits avec l'autorité judiciaire. Voilà un peu souvent la divergence. Quand on ne voit pas les choses du même côté, de la même façon, on se dit que peut-être, et même là, on met énormément l'accent sur la négociation. Et je donne, il y a beaucoup d'exemples à donner à ce niveau. Maintenant, c'est vrai que quand on est dans la privation de liberté, souvent les temps de négociation ne peuvent pas être gérés de la même manière parce que nous pensons que la privation de liberté doit être une exception. Et quand nous pensons aussi, comme je l'ai dit, que nous avons raison ou que la personne a plus ou moins raison et qu'on pouvait gérer la situation d'une autre manière, on essaie de négocier. Quand il n'y a pas de négociation, on peut aller vers des mouvements de grève. Mais je le dis encore, les milliers de personnes qui sont aujourd'hui en prison, il y a énormément de travail et il y a beaucoup de syndiqués. Et quand on se dit que la personne a tort, où l'activité n'a rien à voir avec l'exercice de sa fonction, le syndicat, très généralement, ne s'y mêle pas. D'accord. Alors, l'UNTM a été une actrice mondiale pour l'avènement de la démocratie au Mali en 1991. Pourquoi est-elle aujourd'hui devenue silencieuse face aux multiples violations des droits de l'homme? Du tout. Du tout. Elle n'est pas du tout silencieuse. D'accord. En fait, très généralement, les gens aiment des déclarations choc ou veulent à tout instant que vous parliez. Le syndicalisme n'est pas une mission facile parce que elle est structurée de sorte que les décisions doivent être collégiales. Voilà pourquoi il y a un bureau, voilà pourquoi les décisions ne peuvent pas émettre d'une seule personne. Même s'il y a toujours un signateur en bas, mais les décisions sont toujours discutées et on essaie de voir le pour et le contre. C'est vrai qu'il y a des violations des droits de l'homme, mais nous pensons aussi que nous ne sommes pas le seul acteur sur le terrain. Il y a, comme on appelle, l'organisation, c'est quoi, où c'était dirigé par le camarade Agibou Boiré, des droits de l'homme qui existaient et qui parle énormément des questions de violation des droits de l'homme. Maintenant, quand ça atteint certaines limites, forcément nous intervenons. Mais comme je le dis encore, je le répète par rapport à mes premiers propos,
c'est que l'UNTM, très généralement, est dans la discrétion dans beaucoup de ses prises de position et dans beaucoup de discussions. Parce que nous pensons qu'on peut régler énormément de choses sous la table que quand on l'étale. Parce que quand on l'étale, souvent, il y a des questions d'ego qui peuvent arriver, il y a des questions de raison qui peuvent... Chacun veut montrer que c'est moi qui ai raison et qui peuvent arriver. Voilà pourquoi... d'autres problèmes. Voilà, qui peut aussi susciter d'autres problèmes. Voilà pourquoi nous mettons toujours l'accent sur des négociations, sur des discussions souvent qui se font hors caméra, hors micro, hors public, et sans passer par des grosses déclarations, comme on appelle, sur les réseaux sociaux. Mais quand le besoin se fait sentir, et quand nous sentons qu'il faut vraiment taper du poing sur la table, nous n'avons jamais hésité. L'UNTM n'a jamais hésité à taper du poing sur la table chaque fois qu'elle pense que c'est nécessaire d'agir ou d'alerter par rapport à telle ou telle situation. Merci beaucoup. Et elle ne faillira jamais à sa mission première, qui est de défendre le droit de l'ensemble des travailleurs du Mali et au-delà de tout le peuple malien. Nous espérons aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Un dernier mot. C'est de souhaiter une bonne fête à l'ensemble des travailleurs du Mali. Et même au-delà. Vous savez, surtout dans notre secteur d'activité, qui est le secteur des médias. Médias, la sécurité et la santé, c'est ces secteurs qui ne chôment pas. Malgré le fait que la journée d'aujourd'hui est une journée déclarée chômée. Vous voyez que vous êtes là. Nous avons travaillé depuis le matin pour couvrir la manifestation de l'UNTM et on fait les reportages, on travaille. Donc le travail ne s'arrête pas chez nous. Donc je remercie l'ensemble des travailleurs des médias, de la sécurité, de la santé, tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui, mais au-delà, saluer tous les travailleurs du Mali pour dire que le travail doit continuer pour le bonheur du Mali, pour le bonheur de l'ensemble des Maliens et au-delà l'Afrique et le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui me fait à ce journal. Ce soir, nous étions avec Bassaro Aïdara pour parler de la commémoration du 1er mai, fête des travailleurs du monde entier. Bonne fête de travail à tous les travailleurs. Excellente soirée à tous. Bonsoir.